Le style d'une œuvre permet généralement de l'apparenter à une catégorie esthétique déterminée. Mais certaines peintures résistent aux classifications tranchées. Non qu'elles se tiennent en marge de leur époque, mais il leur arrive de chevaucher plusieurs postulats. Il n'y a pas de hiatus entre Laurence Imbert, actrice, Laurence Imbert, peintre non figuratif, Laurence Imbert, disons, objectrice quand elle a toute sa période de chaise blanche, et puis aujourd'hui, Laurence Imbert, peintre de la non-figuration lyrique et de l'espace englobant. Il ne s'agit pas de voir ici les retombées du fonctionnement réel de la pensée, principe fondateur du surréalisme, sinon les poussées aveugles de l'automatisme, en ce que l'omniprésence d'un trait régulateur exerce un permanent contrôle de la main, garant de la juste articulation de l'ensemble des partitions. Avec Laurence en 69, à l'époque d'ailleurs elle ne peignait pas beaucoup, enfin elle était essentiellement actrice et elle écrivait des pièces. Et d'ailleurs on a eu des collaborations à cette époque-là parce que je faisais partie d'un groupe de musiciens et donc on a fait des sortes de pièces de théâtre musical montées au tout début fin des années 60 et début des années 70. Férue de musique contemporaine, à partir de laquelle elle exécute ses premiers essais calligraphiés, elle se tourne vers le fusain et crée des paysages sobrement architecturés, avant de trouver sa voie dans une non-figuration fragmentée contenue par des formes tour à tour ovoïdes, sphériques ou en losange, où la répartition de la lumière et de la couleur se coule dans une organisation châtiée. Le premier tableau qu'elle a fait, je lui ai dit, mais je pense que tu as le sens des couleurs. Et elle a commencé un tableau, et que j'ai trouvé fort beau, que j'ai toujours, qui est son premier tableau, et qui est complètement abstrait, concret, ça ne veut rien dire, mais enfin, qui est totalement abstrait, et que moi j'aimais beaucoup, personnellement. Elle brouille les pistes, en jumelant d'une part l'activité du conscient et du subconscient, et de l'autre, en délivrant une abstraction volatile compartimentée, parfois essaimée de visages ahuris et de mini-silhouettes en surimpression, conséquence de l'impact psycho-affectif de faits sociaux ou d'événements dramatiques ancrés dans sa mémoire. Et si elle revendique son adhésion à la non-représentation du monde visible, d'autres symboles aussi signifiants, incarnés par de curieux faciès lunaires et quelques personnages lilliputiens égarés dans l'espace, nous ramènent à l'ordre du relatif. C'est la non-figuration, l'abstraction, c'est-à-dire un art qui pouvait se passer de toute référence au réel pragmatique. Et ça, c'est une invention réelle et une création qui a touché les artistes de tous les pays pendant pratiquement la totalité du XXe siècle, qui a permis l'émergence de l'art non figuratif ou de l'art abstrait. Au gré de cette trajectoire connotée par un imaginaire en éveil, malgré leur positionnement instable et leur différence d'échelle, les formes dévident toute une vie organique et une signalétique distincte. Ces assemblages de formes juxtaposées dans une mosaïque de cellules proliférantes en apesanteur, au rôde des sortes d'animalicules et d'éléments indéterminés, façonnent son univers en gestation.
Un univers conçu comme un bouquet de larges exfoliations, traversé de bandes intercalaires et de piquetages, de grattages et de pointillés, tout un maquis de formes mitoyennes démembrées et resserrées, où affleurent pêle-mêle des damiers et des repères géométriques, un peu à la manière de certaines cosmogonies, voire de relevés topographiques. On a de commun, peut-être avec Kandinsky, une forme de lyrisme cosmique, parce que c'est peut-être le peintre qui a le plus travaillé en rapport avec la musique. Toujours ce rapport à la musique, ce rapport aux accords réciproques entre les couleurs et les lignes, entre les couleurs et les formes. C'était Victor Hugo qui avait eu cette intuition très forte où il disait « tout est l'atome et tout est l'astre ». On retrouve ça dans toute son œuvre, c'est-à-dire l'infiniment petit, l'infiniment grand, le rapport à la fois au ciel, aux planètes. Et on a ça chez Laurent, c'est-à-dire qu'elle rentre à l'intérieur de l'atome et elle rentre à l'intérieur des ciels, des cosmogonies. De ce balisage bien maîtrisé du champ, sous-tendu par une démultiplication des perspectives frontales, émane une liberté de ton plutôt rieuse, si l'on oublie que le jaune est pour l'artiste emblématique de souffrance et de déportation. Et donc on va retrouver dans ces dernières œuvres pollockiennes, on pourrait dire, l'univers de Pollock, à la fois les arabesques, les méandres, les entrelacs, le système labyrinthique, les réseaux énergétiques, hein, c'est-à-dire en fait tout le principe du all-over, hein, où l'œil se perd. Dans une toile comme celle-là, on va voir qu'en fait, elle va détourner la technique de Pollock, elle va réintroduire un centre, un cercle blanc, vide, hein, dans le format carré. Et c'est pour ça que je disais c'est une peinture savante. C'est-à-dire que ça a l'air d'une peinture extrêmement spontanée. Enfin, c'est une peinture spontanée, mais en même temps, c'est une peinture qui réfléchit son siècle. On l'aura compris, ces ambivalences morphologiques intermittentes, qui ne sauraient se réduire à de simples pulsions fantasmatiques, ne sont donc pas le miroir d'une rêverie confuse, mais témoignent d'une pensée inquiète en phase avec son temps. Une géométrie de contours, quadrangulaire ou circulaire, en biseau ou en spirale, vient délimiter ces territoires dynamiques, en soulignant combien la matière porte également l'esprit. Ah, mais c'est pas vrai. Si. C'était absolument fou, mais il y avait un poète qui avait parlé des chaises ensemble, des ensembles. Et ces chaises se sont réunies, ils ont formé quelque chose de fou. Elle a synthétisé, enfin elle a rassemblé son expérience théâtrale avec son développement purement plastique, visuel, et qu'elle avait besoin de retrouver peut-être de ces repères dans l'espace que sont les objets qu'on met sur scène, qui nous aident à vivre. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous aide plus à vivre que la chaise, par exemple? Chaise déclinant la palette des blancs, chaise offerte à l'imagination et la lascivité. Avec ces chaises, elle apprivoise les chimères,
fait surgir au cœur du quotidien un univers mystérieux et familier, à la mesure de ses aspirations secrètes pour exciter les tigres. Les chaises de Laurent Simbert n'invitent pas les assis. Elles incitent à y loger nos rêves. L'artiste butine le pollen des dieux. Telle la parenthèse du carrousel des lanternes et du carrefour de la luxure, elle égoutte ses effervescences. Original chez Laurent, c'est qu'elle est remontée à son enfance avec la chaise. Et en effet, on apprend le bébé, l'enfant dans son premier âge, on l'installe dans la chaise et c'est sa première façon, sa première expérience de l'espace social se fait à partir d'une chaise. Lorsqu'elle aborde la troisième dimension, à la suite d'un intense choc émotionnel, c'est le pouvoir expressif du blanc qui la mobilise et la conduit à enrober des chaises traditionnelles ou au perché, de drapés greffés d'ustensiles familiers, de poupées enfantines tête bêche, de vieux tissus froissés ajourés, de trottinettes et de tables sanglées de corps de bébés en souffrance, qui montrent certes l'éclectisme de sa vision, mais surtout ne cesse de cibler l'écroulement des valeurs universelles. L'ordre et des ordres qui se rejoignent, qui explosent et après qui deviennent un ordre. Mais c'est à propos de chaque artiste, c'est cette alchimie. Chez elle, il y a ça, c'est ça que j'aime vraiment. La première fois quand je suis entré dans l'atelier de Laurence, j'ai vu ces chaises, je disais tout de suite c'est ça qui m'intéresse. Presque je n'ai pas regardé le reste. Moi je fonctionne comme ça, avec une attirance par quelque chose, après j'oublie, je fais abstraction des autres. Chez Laurence, ce que j'aime le plus, Laurence comme artiste, je ne vais pas parler maintenant de Laurence, mais Laurence artiste, cet éclectisme chez elle, une créativité de Laurence, c'est ça qui m'intéresse. Je veux toujours que les artistes qui sont cernés, qui sont dans la répétition, toujours la même chose. Pour moi, ce n'était pas tout à fait ce que je cherchais vraiment. J'aime les gens qui sont éclectiques, je trouve qu'ils sont plus intelligents. Par ailleurs, parallèlement à ses travaux en aplat sur toile, toujours en quête de nouvelles expérimentations, Laurence se plaît à changer de support, par conséquent d'écriture. C'est la finition de son être, si vous voulez, qui se projette sur un tableau, ou sur un rôle, ou sur un écrit, etc. J'ai retrouvé, pas dans tous les tableaux, mais parfois, cette virtuosité et cette sensibilité qui jouait avec les formes, les couleurs, et qui donnait des fois des choses assez remarquables, il faut dire la vérité. Elle adopte alors le grain du papier pour la variété de ses formats, les diffluences de sa tessiture, et y dispose des collages divers dont les reliefs contrastés versent dans un imaginaire qui est chez elle comme une seconde peau. Chaque fois, c'est une aventure risquée, parce que c'est très fragile. Mais ce que j'aime aussi dans Laurence, c'est sa fragilité. Si vous voulez, quand un tableau devient trop un décor, nous nous connaissons. C'est un décor, c'est plus un tableau pour moi.
c'est une projection. Mais quand un tableau évoque un peu un mystère, évoque quelque chose, à ce moment-là, on entre dans le tableau plus facilement. Elle a un sens du livre inné. Certains livres d'artistes, je trouve qu'ils sont totalement réussis, comme par exemple, c'était lequel? Non, celui-là, le grand, là. Le grand. Voilà, Un petit pas. Là, c'est vraiment, Laurent, c'est une réussite totale, parce que c'est d'une telle fragilité. Par exemple, Opéra Cannibale, voilà un livre. Elle voulait absolument une couverture comme ça, qui fasse une espèce de rideau d'opéra. Alors, il y a le texte qui est imprimé, mais il y a Jean-Yves qui a fait lui-même l'opéra, la musique de l'opéra, et puis Laurence qui a fait ses accompagnements totalement d'une picturaux, qui est totalement d'une finesse extrême. Qui est comme un chant entre l'écriture et la musique. Dans cette discipline, elle décline son aptitude native au graphisme, avec un surplomb en effervescence gestuelle qui taquine ses formes nervurées et emballe les envolées de ses empreintes assurées, en cristallisant l'influx de son corps en action. Et le livre-objet a permis au langage et à la poésie de trouver un nouveau lieu pour habiter. Et ça restera, à mon sens, comme l'une des belles inventions, des belles utopies du XXe siècle. C'est vraiment une création en soi. Et il y en a de toutes formes, de tout domaine. Ceux de Laurence sont particulièrement inventifs, elle en a fait beaucoup. Et c'est une part tout à fait majeure de son travail artistique. Mien, un livre qui s'appelle D'art, d'apostrophe d'art, qui est un hommage à Jean Tardieu. Et ça nous, ce qui montre bien la continuité de notre travail, puisque Laurence, en 1975, pour l'Europalia, j'avais été chargé d'organiser un hommage à Jean Tardieu. Nous avions monté un grand spectacle, le premier grand spectacle de Tardieu. Brouillard, brouillard. Soudard, soude, ah. Pochard, bazar, bande, ah. Vraiment donner à la parole, enfin à la poésie, toutes ces dimensions. C'est la dimension visuelle, la dimension sonore et bien sûr le sémantisme, le sens des mots. On a vraiment une réalisation qui est multidimensionnelle et qui couvre la totalité du langage, plus le regard. Enfin, c'est la visualité. C'est très important, je crois que ça restera comme une des grandes créations du XXe siècle, c'est le livre-objet. Finalement, au-delà de l'aspect ludique que d'aucuns souhaiteraient y déceler, l'œuvre polysémique de Laurence Imbert ne fait rien d'autre que dévoiler sa déchirure. Au matin qu'il faisait beau, le voici pas dans son jardin à recompter tous ses poireaux. Or il les prend pour des barreaux, car il se croit mis au cachot. Le vent emporte son chapeau comme ces bêtes. Il faillit aussi perdre la tête. Debout, assis, debout, Jean le même a rendez-vous avec Jean l'autre, son compère. Comme il regrette le bon vieux temps quand le rien
triomphé de tout, et que la terre savait se taire.